Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un univers fascinant, celui d'un film qui a un peu défini une certaine vision du futur numérique dès 1982. On parle bien sûr de Trône. Plus qu'un simple film de SF, c'est vraiment une œuvre pionnière, une curiosité technologique aussi. Pour en discuter, on va s'appuyer sur pas mal d'infos, beaucoup viennent de Wikipédia, mais on a aussi regardé des extraits, des bandes-annonces d'époque, histoire de se remettre dans l'ambiance. L'idée, c'est de comprendre ce qui rend Trône si spécial, comment ce projet un peu fou a démarré, pourquoi son esthétique était si révolutionnaire, et comment il est devenu culte, surtout pour les fans d'innovation. On va essayer de voir ce qu'il y a derrière les fameuses motos lumineuses qui sont devenues iconiques. Alors, pour commencer, peut-être un petit rappel de l'intrigue, histoire de poser des bases. On suit Kevin Flynn, c'est Jeff Bridges qui joue, un programmeur de génie, un peu rebelle sur les bords. Il s'est fait avoir par un collègue, Ed Dillinger, joué par David Warner. Dillinger lui a tiqué ses créations de jeux vidéo pour monter en grade chez Encom. Il devient président et Flynn, lui, est mis sur la touche. Flynn se retrouve à gérer une salle d'arcade, mais il lâche pas l'affaire. Il veut prouver que Dillinger l'a volé. Il essaie de pirater le système d'Encom. Sauf qu'il tombe sur un os. Un gros os. Le maître contrôle principal. Le MCP. Oui, le MCP. Une intelligence artificielle assez flippante. C'est ça. Créée par Dillinger au départ, comme un simple programme d'échecs, mais elle a évolué de façon incontrôlable. Elle absorbe d'autres programmes, elle étend son pouvoir. Et c'est là que ça bascule vraiment dans la SF pure, surtout pour 1982. Flynn n'arrive pas à entrer dans le système à distance. Alors il fait quoi? Il s'infiltre carrément dans les locaux d'Encom. Risqué. Très risqué. Et évidemment, le MCP le repère. Il utilise un laser expérimental sur lui, et là, plouf! Flynn est dématérialisé. Pouf! Projeté à l'intérieur de l'ordinateur. Littéralement absorbé par la machine. C'est ça. Il atterrit dans un monde virtuel entièrement contrôlé par le MCP. Et dans ce monde, les programmes informatiques ont une apparence humaine. Souvent celle de leur créateur d'ailleurs. Exactement. Laura, sa collègue, devient Yori. Alan, son ami programmeur, devient Tron. Et Dillinger, lui, il a son double maléfique, Sark, qui est le lieutenant du MCP. Et Flynn, lui, il est vu comme un programme dissident, un intrus. Il est capturé et forcé de participer à des jeux. Des jeux mortels. Les fameux combats de disques et bien sûr les courses de Light Cycles, les motos lumineuses. Son but devient alors double, survivre évidemment, mais aussi retrouver Tron, le programme créé par son ami Alan. Oui, car Tron est conçu pour contrer le MCP. Et en parallèle, Flynn cherche toujours la preuve de ses droits d'auteur pour faire tomber Dillinger dans le monde réel. Quand on y pense, ce concept, plonger dans un ordinateur, personnifier les logiciels, une IA tyrannique. En 82, c'était juste dingue, complètement fou comme idée. Ah oui, Il faut se remettre dans le contexte. L'informatique personnelle, ça démarrait à peine. La souris à boule, bon, ça existait depuis 79, mais la démocratisation, c'est plutôt l'Apple Lisa en 83. On bossait surtout au clavier, en ligne de commande. c'est vrai. Et là, Tron imagine un cyberespace immersif, visuel, presque réel, bien avant même que le terme soit vraiment populaire. C'était une projection hyper audacieuse. Et d'où ça vient cette idée folle? Qui est derrière tout ça? Principalement Steven Lisberger, le réalisateur. C'était un passionné d'animation, mais aussi très intrigué par l'informatique naissante. Son studio faisait déjà de l'animation, des pubs, des projets comme Animal Olympique pour la chaîne NBC. L'étincelle pour Tron, apparemment, ça lui est venu en voyant le jeu Pong, et aussi une démographique avec un personnage lumineux. Il a voulu mélanger l'animation tradie et ses nouvelles technologies. Il rêvait d'un film où l'ordinateur serait à la fois le décor, le sujet et l'outil de création. D'ailleurs, le projet n'a pas toujours eu ce nom. Au début, c'était Future Ball. Une sorte de jeu vidéo filmé, avec des guerriers un peu clichés, un programme maître qui faisait penser à HAL 901 de 2001. Ah oui, la référence. Voilà. Et déjà l'idée d'une évasion du système, un peu à la Spartacus, ou même avec des échos du Yellow Submarine des Beatles pour le côté voyage dans un autre monde. Le nom Tron, c'est venu après. C'est plus percutant, ça fait penser à électronique, et puis il y a la commande TRON, Trace On, en programmation. C'est bien trouvé. Et pour monter ce projet, Lisberger s'est entourée. Donald Kouchner à la production, Bonnie McBaird au scénario. Elle est créditée pour l'histoire avec Lisberger, même si on entend parfois parler de divergence. Oui, c'est souvent le cas dans ces grosses productions. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont allés chercher l'inspiration à la source. Ils ont visité Apple et, point crucial, le Xerox PARC, le Palo Alto Research Center. Ah oui, le Xerox PARC.
Ouh là là, le berceau de tant d'innovations. L'interface graphique, la souris. Et c'est là qu'il rencontre Alan Kay, une figure majeure de l'informatique. C'est ça. Kay devient consultant sur le film. Et ça, c'est fascinant. Le film ne fait pas qu'imaginer le futur, il dialogue avec ceux qui le construisent. Tout à fait. Alan Kay a d'ailleurs fini par épouser la scénariste Bonnie McBird. Une anecdote qui montre bien cette connexion un peu unique entre le cinéma et la tech naissante autour de Tron. Et dès le début, il y avait des artistes importants impliqués pour définir le look. John Norton, Bill Croyer, Roger Ehlers. Ils ont commencé à dessiner cet univers, les personnages avec leurs circuits, les véhicules, souvent sur du papier noir pour essayer de capturer cet effet lumineux qu'ils voulaient. Mais monter le film, ça n'a pas été simple. Le studio de Lisberger a eu des difficultés financières, notamment à cause d'Animal Olympique qui a pâti du boycott américain des JO de Moscou en 80. Sa diffusion a été limitée. D'accord. Il fallait donc un partenaire solide. Exactement. Et c'est là que Disney entre en jeu. Ce qui peut paraître surprenant pour l'époque. Disney et un film de SF high-tech comme ça, Carrément surprenant. Mais Disney était dans une période de recherche. Il voulait se renouveler, attirer un public plus large. Des gens comme Tom Wilhite et Dick Cook chez Disney y ont cru. Ils ont soutenu le projet. c'était quand même un pari fou. Un film conceptuel, un look jamais vu, basé sur l'infographie. Une technologie balbutiante, hyper chère et très complexe à maîtriser. C'était une vraie prise de risque pour le studio. Et cette technologie, c'est vraiment le cœur du film, ce qui le rend si unique. Oui, on dit souvent que c'est le premier film à utiliser massivement le CGI, les images de synthèse. Les chiffres varient un peu, mais on parle d'au moins 15 minutes de pur CGI, ce qui était énorme pour 82. Mais en réalité, l'ordinateur a servi à concevoir bien plus que ça dans les scènes du monde virtuel. Mais attention, c'était pas que du CGI, comme on l'entend aujourd'hui. C'était un mélange assez incroyable de techniques, non? Absolument. C'était très artisanal en fait, pour une grande partie. Les acteurs qui jouaient les programmes, ils étaient filmés en noir et blanc. Ah oui, Oui, sur des plateaux entièrement en noir. C'était pour faciliter ensuite l'incrustation des décors numériques derrière eux. malin. Et pour avoir cet effet iconique, les circuits lumineux sur les costumes, ça, c'était pas du tout généré par ordinateur. Ah non, comment il faisait alors? C'était un travail de fourmi, de la rotoscopie et du rétroéclairage. En gros, chaque image était peinte à la main sur des celluloïdes, comme dans l'animation traditionnelle. On dessinait les lignes lumineuses, puis on les rétroéclairait pour leur donner cet éclat. Un travail colossal, image par image. Incroyable. Un mélange d'artisanat et de technologie de pointe. Exactement. Ce rendu très graphique, presque dessiné, était ensuite combiné avec les éléments purement CGI. Là, on parle des décors vertigineux, des véhicules, les light cycles, les tanks, le fameux voilier solaire. Fascinant, ce mariage des techniques. Et pour créer ces éléments CGI, Disney a dû faire appel à des boîtes extérieures. Il y en avait très peu à l'époque, des pionnières, des noms comme Magi à New York ou Triple I à Los Angeles. Chacune avec ses propres logiciels, ses méthodes. Ça devait être un casse-tête à coordonner. Un défi technique énorme, oui. Surtout que la puissance de calcul, c'était ridicule par rapport à aujourd'hui. On raconte qu'un supercalculateur Cray, de l'époque, le top du top, avait genre 8 mégaoctets de RAM. 8 mégaoctets. Oui. Et pour rendre une seule image complexe de Tron, il fallait parfois plus de 18 mégaoctets de mémoire. Mais comment il faisait? Il devait ruser, optimiser au maximum. Et surtout, il travaillait un peu à l'aveugle. Les images étaient souvent calculées ligne par ligne. Tu ne voyais pas le résultat final avant que ce soit complètement terminé. Pas de prévisualisation comme maintenant. Pas le droit à l'erreur, quoi. Exactement. Et pour le design de tout cet univers électronique, ils ont fait appel à des pointures. Sid Meigh, qui venait de faire Blade Runner, excusez du peu, Ah oui, quand même. le dessinateur français Jean Giraud, alias Moebius. Son style a énormément influencé l'identité visuelle. Et Peter Lloyd aussi, des visionnaires. Et ce look un peu lisse, parfois un peu plastique des CGI de l'époque, qui pourrait nous sembler daté. En fait, c'était un parti pris esthétique, c'était assumé. Ça servait justement à bien marquer la différence entre ce monde virtuel artificiel et le monde réel qu'on voit au début et à la fin. Et comme souvent dans ces projets un peu geeks, il y a des petits clins d'œil cachés, des easter eggs. Ah oui, quelques-uns. Il y a un Pac-Man qui apparaît furtivement sur un écran de contrôle. Excellent. On peut aussi apercevoir une silhouette de Mickey Mouse cachée dans le paysage numérique pendant la scène du voilier solaire. Un classique chez Disney. Bien sûr.
Et il y a aussi la phrase Klaatu Barada Nikto du film Le jour où la Terre s'arrête, qui est écrite sur une affiche dans le bureau d'Alan. Des petits détails pour les fans. Ça montre bien l'amour de la pop culture et de la SF derrière le projet. Alors, ce film si novateur, si différent, comment il est reçu quand il sort en 1982 ? Le budget était quand même conséquent, on parle de 17 millions de dollars. Oui, c'était pas rien pour l'époque. Les recettes aux USA ont été de 33 millions. C'est correct, mais c'est pas non plus le raz-de-marée. En France, un peu moins d'1 million d'entrées. Succès modeste, on peut dire. Et l'accueil critique, lui, était... Mitigé. C'est intéressant. D'un côté, tout le monde, ou presque, saluait l'audace visuelle, l'innovation technique. C'était bluffant, personne n'avait vu ça. logique. Mais de l'autre côté, beaucoup trouvaient que le scénario manquait un peu de force, que l'émotion n'était pas toujours au rendez-vous. Le consensus qui s'est dégagé, et qui reste un peu valable aujourd'hui, c'est ça. Visuellement révolutionnaire, une étape majeure, mais peut-être moins fort sur le plan purement narratif. Pourtant, il a eu quelques récompenses, non? Un Saturn Award pour les costumes. Oui, et des nominations aux Oscars pour les costumes et le son, au BAFTA aussi pour les effets visuels. Et, anecdote amusante, il a eu un record Guinness pour la première utilisation de CGI dans un film. Mais il n'a pas eu l'Oscar des effets visuels ? Non. Et c'est assez ironique. Apparemment, l'Académie des Oscars aurait estimé à l'époque que l'utilisation de l'ordinateur, c'était un peu comme tricher. Incroyable. Ça montre à quel point c'était nouveau et mal compris par l'industrie traditionnelle. Alors, si le succès immédiat n'a pas été énorme, comment Tron est devenu ce film culte qu'on connaît ? Qu'est-ce qui explique cette longévité ? Il y a plusieurs raisons, je pense. D'abord, son statut de pionnier, c'est indéniable. Pour des générations entières de créateurs dans le jeu vidéo, l'animation 3D, le cinéma, la musique électro, Tron a été une claque visuelle. Une preuve qu'on pouvait créer des mondes totalement nouveaux avec l'ordinateur. Il a ouvert des portes. Exactement. Ensuite, il y a son esthétique. Elle est tellement unique. Ces lignes de lumière sur fond noir, cette géométrie froide mais hypnotique. C'est une signature visuelle hyper forte, reconnaissable immédiatement. Ça a marqué les esprits durablement. Et puis, il y a peut-être aussi le fait que ce soit Disney qui les produit. Ça lui donne un côté un peu décalé. Et comme le dit William Calley, qui a écrit un livre sur la création du film, The Making of Tron, ce film a été super important pour Disney en interne. Il a montré que le studio pouvait prendre des risques, innover radicalement. Il a un peu préparé le terrain pour l'ère numérique de Disney. Vers Pixar, les effets visuels modernes. C'est ça. Calley va même jusqu'à comparer l'impact de Tron en termes de rencontre entre cinéma et technologie à celui de 2001 ou de Star Wars. C'est dire son importance historique, au-delà du box-office initial. Et cet héritage, il est bien vivant. Tron est devenu une franchise. Il y a eu la suite Tron, l'héritage, en 2010. Qui était très attendu. Oui, avec la bande-son incroyable de Daft Punk, qui a elle aussi marqué une génération. C'est vrai, la musique était parfaite. D'ailleurs, les Daft Punk, bien avant de faire la musique du film, ils avaient déjà adopté des costumes très inspirés de Tron pour leur tournée Alive 2007. L'influence était déjà là, c'était presque une évidence qu'ils fassent la BO. Bien vu. Il y a eu aussi une série animée, Tron Rise, la révolte, en 2012. Oui, très stylisé aussi. Et on annonce un 3e film, Tron Ares, pour 2025. L'univers continue donc de vivre et de s'étendre. Sans oublier l'impact énorme sur le monde du jeu vidéo. Depuis les bornes d'arcade Tron et Discs of Tron à l'époque, Des classiques. jusqu'à des jeux plus récents comme Tron 2.0 ou Tron Evolution, et même des apparitions dans d'autres jeux comme Kingdom Hearts. Et les références dans la culture pop, elles sont innombrables. Ah oui, partout. Dans les séries télé, depuis Automan dans les années 80, qui était presque un clone, Ah, Ottoman, ouais. jusqu'aux Simpsons, South Park, Futurama, Chuck, plein de clins d'œil. Et dans les clips musicaux aussi, pas que Daft Punk, The Strokes, Infernal, beaucoup ont joué avec cette esthétique si particulière. En conclusion, Tron, c'était bien plus qu'un film. C'était presque une déclaration d'intention en 1982. Un pari technologique et artistique complètement fou, sur un avenir numérique que peu de gens imaginaient vraiment à l'époque. Oui, une œuvre visionnaire, qui a bravé des contraintes techniques hallucinantes pour créer cet univers unique. Et son influence est toujours là, plus de 40 ans après. C'est vrai. Et ça amène peut-être à une dernière réflexion. Aujourd'hui, on vit dans ce monde numérique. On parle d'IA tous les jours, de métavers, de réalité virtuelle.
Les thèmes qui étaient au cœur de Tron, la peur d'une IA qui prend trop de contrôle, la relation entre créateur et création numérique, la frontière floue entre réel et virtuel, est-ce que ces questions, posées par le film en 82, ne sont pas finalement d'une actualité brûlante? Peut-être que Tron, avec son look rétro-futuriste, nous parlait déjà des défis de notre présent. Une piste à creuser, sans doute.